finalement, cela tombe bien qu'il y ait eu cette coupure, parce qu'au moins, la vidéo précédente vous aura comment dire, servi uniquement pour les facteurs confondants hein, dont je parlais et le cadre théorique en neurosciences, d'accord? Et comme ça, là, maintenant, nous attaquons l'éducation réflexive de l'enfant. Alors, qu'allons-nous voir dans ce paragraphe hein, c'est la façon dont l'on peut aider l'enfant à réfléchir, n'est-ce pas? Puisqu'on se focalise toujours dans cette conférence sur la pensée réflexive, comment la développer, comment lui apporter le goût surtout. C'est ça le plus important, parce qu'on sait que chez les enfants, il faut que ce soit ludique, comme toujours. Hein, c'est bien joli de vouloir sortir des concepts intellectuels et d'essayer de les appliquer avec les enfants. S'il n'y a pas d'intérêt, de centre d'intérêt, ça nous en reparlerons s'il y a du centre d'intérêt. C'est quelque chose qui est très important, même en musique. Le centre d'intérêt conduit, j'allais dire, les signaux du corps au cerveau beaucoup plus rapidement, il faut le savoir. Donc c'est un point très important à tout âge. Hein, n'est-ce pas? L'apprentissage se trouve accéléré, concrètement on n'appelle pas ça l'apprentissage, mais la mémorisation et la conduite d'un signal hein, vers les neurones se trouve très accéléré lorsqu'il y a un centre d'intérêt. Donc, comment lui apporter le goût pour la réflexion? Et quelque part, ça passe aussi par le goût pour la découverte de soi. Et oui, c'est important, la découverte de soi, la découverte de l'autre, hein, n'est-ce pas? Il faut essayer d'éveiller de façon ludique sa pensée réflexive. Pourquoi la découverte de soi et la découverte de l'autre? Parce que dans la formation de la personnalité, toujours hein, basée sur des faits psychologiques, eh bien, on s'éveille, on grandit grâce à l'autre, toujours. On dit toujours il faut deux hommes pour en faire un. Bah, c'est pas pour rien, c'est ce qu'on appelle la dualité, hein, l'altérité, dans le sens où je m'éveille grâce à toi et tu te développes grâce à moi. C'est toujours comme ça. Un enfant qui grandit sans maman, ou sans lien affectif, si vous voulez, sans attache, sans base sécurisante, n'ira nulle part. Son espérance de vie est limitée. L'isolement, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Regardez les prisonniers, ils sont isolés, ils deviennent dingues, complètement. On le dit toujours, mais c'est pas pour rien. Psychologiquement, ça s'explique. Nous avons tous besoin d'un autre pour nous développer. C'est dans la nature humaine, c'est ainsi. C'est le développement social, culturel, linguistique, etc., etc. Donc il faut qu'il y ait cette découverte de soi et la découverte de l'autre, et la découverte même, j'allais dire, des autres. Nous sommes tous différents, nous devons leur faire découvrir aux enfants. C'est important. Nous ne sommes pas dans un monde unique où tout le monde pense la même chose et nous avons tous, la même apparence physique. Donc c'est important de les éveiller le plus tôt possible. Alors de façon ludique, hein, comme je le répète toujours. Donc comment cet enfant peut-il développer son esprit critique? Et oui, ça aussi, ce sont des qualités que vous allez retrouver plus tard dans l'enseignement, dans l'apprentissage musical et dans l'enseignement, hein, bien entendu. Le développement de l'esprit critique, ça commence très tôt chez les enfants. Le jugement personnel, apprendre à se juger soi-même et quelque part aussi à juger les autres, à juger de ce qu'ils racontent, faire la part des choses. Comment peut-il faire preuve de créativité aussi, hein, l'invention, l'imagination et d'argumentation. Alors ça, l'argumentation, c'est quelque chose hein, qui est très important. Argumenter sa pensée. Ah, ça peut être compliqué hein, pour des gamins hein, en bas âge, bien sûr. Mais le meilleur des moyens de... J'appelle ça le pourquoi et le comment. Hein. Moi, mes termes, c'est pareil dans ma pédagogie. C'est le meilleur moyen de développer l'argumentation des gens et des enfants, nous allons dire. Nous allons prendre l'exemple des enfants puisque nous sommes dessus. L'argumentation d'un enfant, de la développer. Le meilleur moyen de développer son observation, son imagination, son analyse de soi, c'est le pourquoi et le comment. Allez, je ne sais pas moi... un exemple simple, faire prendre conscience, toujours, il y a la prise de conscience qui revient, hein. Faire prendre conscience à un enfant, vous allez voir l'exemple tout simple, que l'avion qui est là-haut dans le ciel, là, il le voit tout petit, hein, mais il est beaucoup plus gros que la voiture qui est à côté de lui. Ah, ça, c'est important. Ça, c'est intéressant, c'est compliqué hein, à comprendre pour un enfant. D'ailleurs, le meilleur moyen de comprendre, je peux vous dire, avec ma fille, ça a été le cas, puisqu'on a voyagé des tas de fois en Chine, puisqu'elle est née en Chine, de toute façon. Le meilleur moyen de le comprendre, ça a été de voir un avion en face d'elle. Conclusion,
Et lorsqu'elle avait, je ne sais pas, peut-être 3 ans, à peu près, non, peut-être pas, mais 3 ans, ouais, si, 3 ans et demi, lorsqu'elle regardait des avions dans le ciel, et moi je me régalais, bien sûr, hein, de dire des bêtises. Je disais, oh, t'as vu l'avion là-haut, là, il est tout petit, hein, il est bien plus petit hein, que moi. Hein. Elle me disait, mais non, pas du tout, papa, je me souviens. Hein, que nous avons voyagé, nous avons pris l'avion, je me souviens que l'avion était très gros, voilà. Elle le disait avec ses mots, bien sûr. Mais voilà, par exemple, vous voyez, une capacité de jugement et de tri des informations. C'est-à-dire, je fais exprès, bien sûr, comme toujours, de dire des bêtises pour voir ce qu'elle va croire et ce qu'elle ne va pas croire. C'est quelque chose de très important à développer chez les enfants le plus tôt possible. Hein. Essayer de développer leur tri d'informations. Leur cerveau doit avoir cette capacité, le plus jeune possible, de trier les informations qui lui arrivent et de ne pas tout gober, entre guillemets. Vous voyez, ça aussi, c'est exactement ce que l'on disait, ce que je disais précédemment avec l'autre vidéo à propos des facteurs confondants. Ne jamais se fier aux faits, au constat. C'est-à-dire, je regarde un avion dans le ciel, je le vois tout petit, je vois une voiture à côté de moi, je la vois très grosse, je dis la voiture est plus grosse que l'avion. Voilà le truc à pas faire. Et bien voilà ce qu'il faut essayer d'apprendre tout simplement aux enfants. Avec un exemple tout simple. Alors bon, ça c'est juste un exemple parmi tant d'autres, hein, bien sûr. Mais c'est déjà un exemple de jugement personnel et d'esprit autocritique et critique. Donc, bref, où en étais-je? Parce que je m'évade toujours. Donc l'enfant acquiert des connaissances, hein, n'est-ce pas, au fur et à mesure hein, de son apprentissage. Hein. Et donc il fait évoluer son savoir grâce aux éléments que lui apporte son entourage. Hein. Vous voyez toujours l'interaction avec l'entourage, hein, mais aussi grâce à l'environnement dans lequel il évolue. Les parents qui lui apportent une culture, qui lui apportent des connaissances, qui le guident dans son apprentissage, qui lui montrent le bon exemple et parfois aussi le mauvais, et l'enfant doit comprendre ce qui est bon, ce qui est mauvais. Donc comment cet enfant peut-il comprendre hein, qu'il ne faut pas tout croire? C'est exactement hein, ce que, vous voyez, j'anticipe un peu ce que j'avais écrit, dans le sens où l'enfant va développer, ça s'appelle des schèmes tout ça en psychologie, hein, il faut le savoir. Les schèmes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des espèces de structures mentales dans notre cerveau. Hein. Notre cerveau, c'est un peu comme, comment on pourrait comparer, comme un ordinateur tout simplement, hein, comme un gros processeur avec plein de fonctions qu'on appelle des fonctions cognitives, hein, c'est le terme exact. Et donc, dans toutes ces fonctions, vous avez des structures, comme des grosses bulles, en fait, qui contiennent plein de mots, plein de connaissances, plein de perceptions, plein d'images mentales, tout ça. Et à chaque fois que l'enfant découvre quelque chose de nouveau, qu'est-ce qu'il fait? Il met cette chose nouvelle qu'il a découverte en confrontation avec ces schèmes qui existent déjà, qui lui ont été apportés, certains de façon innée dès la naissance, d'autres par leur entourage, par leurs parents. Et il va se confronter en fait à la réalité extérieure. Hein, c'est ce que Kant appelait hein, le prisme de la représentation mentale, hein, n'est-ce pas, connaître les choses, connaître la réalité extérieure par la comparaison avec tout ce qui se passe à l'intérieur de notre tête. Ben, c'est ça en fait qui se passe lorsque l'enfant découvre quelque chose de nouveau et il va juger, au fur et à mesure bien sûr, il va être capable de juger de cette chose si elle est en corrélation ou non avec ses schèmes, ses structures mentales, et par l'appui, bien sûr, hein, de ses parents et du monde qui l'entoure, hein, bien entendu. Donc, bref, bon, je vais essayer de décrire hein, ici quelques méthodes hein, qui se présentent à nous pour forger l'esprit critique d'un enfant, hein, pour qu'il arrive, finalement, pourquoi? Pour qu'il arrive à chercher la vérité, pour qu'il arrive à chercher sa vérité, et qu'il assume sa propre opinion, hein, encore une fois. On a tous certaines opinions. Il faut arriver à se demander pourquoi on a cette opinion. Ça, vous voyez, c'est encore le cadre théorique en neurosciences. Pourquoi, le comment sont des termes qui sont hyper importants à cet âge-là. Regardez tous les gamins, quand ils ont 3 ans, enfin, je ne sais plus moi exactement quel âge c'était pour la mienne, mais bon, sans arrêt, ils sont là, bon coin, voilà, pourquoi? Eh bien, dans ces cas-là, alors non seulement il faut leur apporter la réponse, si on l'a pas toujours, mais même si on apporte la réponse, ils vous demanderont pourquoi encore. Eh bien, il faut encore apporter notre réponse, etc., c'est sans cesse. Et ce qu'il faut faire, c'est retourner la chose. Retourner la chose, c'est-à-dire que également, lorsque l'enfant décrit quelque chose, vous parle, rajoutez-en, questionnez-le encore plus, et pourquoi ceci, et pourquoi, et comment, et est-ce que tu penses que si ceci, cela va faire cela, etc. C'est par le questionnement, c'est exactement pareil avec les élèves. Je citerai bien encore un petit exemple, allez, juste pour faire une parenthèse, mais imaginez un élève arrive au cours,
il interprète son morceau, bon, il le connaît par cœur en entier, on va imaginer, hein, d'accord, il en est à ce stade-là, et puis, bon, il y a eu quelques pépins par-ci, imaginons que vers le début, voilà, il y a eu un petit pépin vers la troisième, quatrième mesure hein, du morceau, et puis vous avez un doute, vous vous dites est-ce qu'il s'en a aperçu ou pas, bon, bah, on ne peut pas vraiment le savoir, vous savez, l'élève, parfois c'est imperceptible, hein, ce genre de choses, qu'est-ce que vous allez faire? Tiens, il vient de finir son morceau. Tiens, qu'est-ce que tu en as pensé là, de ce que tu viens de jouer, à ton avis comment était, quelle impression as-tu eu? Il va vous dire, ah ouais, c'était trop bien, ouais. Oh non, 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 c'était pas bien du tout, non. Bon, dans ces cas-là, ah, trop bien, je suis sûr, là, vers le début, c'était trop bien ce que tu as fait, ou c'était super, c'était comment? Ah, il va commencer à se poser des questions. Tiens, le début, tiens, il va essayer déjà de faire appel à sa mémoire, de mobiliser certaines connaissances. Tiens, qu'est-ce que j'ai trafiqué au début? Est-ce que c'était si bien que ça? Ou alors s'il vous dit, ah non, non, c'était nul, ce que j'ai fait, c'était pas bien. Bah pourquoi? Alors pourquoi est-ce que tu dis ça? Pourquoi est-ce que ça t'a pas semblé bien? Et au fur et à mesure, on réduit, on restreint au fur et à mesure le champ, en fait, si vous voulez, dans le sens où on l'amène progressivement vers le sentier de la réflexion et on localise le passage en question. Si l'élève vous dit « Ah ouais, non, c'était pas terrible ce que j'ai fait, mais bon, voilà, bon, je pourrais faire mieux la prochaine fois. » Bon, ok, certes, c'est vrai. Mais alors pourquoi c'était pas mieux? Et où est-ce que c'était pas terrible? Etc. Et au fur et à mesure, on réduit, on réduit. Est-ce que tu es sûr que c'était pas vers la première demi-page? Ah, il va commencer à se poser des questions. Tiens, et là, dans ce passage, est-ce que tu es sûr que là, il n'y avait pas quelque chose qui manquait, ou quelque chose qui n'allait pas, ou un défaut d'interprétation, ou ceci, cela? Ah, l'élève va essayer au fur et à mesure de se souvenir de ce qu'il a fait, etc., etc. Il va apprendre progressivement à analyser soi-même son interprétation. Donc bref, voilà, c'était une petite parenthèse. C'est exactement la même chose avec les enfants. Ils recherchent leur vérité, ils recherchent leur propre opinion, ils cherchent à argumenter cette opinion, grâce aux parents bien sûr, grâce à l'entourage, comme toujours. Okay. Développer une forme de pensée réflexive va de pair avec l'évolution de notre jugement personnel et l'acquisition d'un esprit critique. Ça, c'est quelque chose de très important. L'esprit critique, on va le développer, tout ça, sur soi-même, sur les autres, d'accord. Mais tout cela est, est impulsé par ce qu'on appelle la faculté d'inhibition, on l'a développée la dernière fois, et la pensée réflexive. Donc, nous, notre rôle, c'est simplement d'inciter les élèves à réfléchir. Alors pourquoi réfléchir? À réfléchir déjà par eux-mêmes. Ça, c'est justement le but de l'esprit critique et autocritique. Et pour eux-mêmes. Et oui, ça, c'est aussi quelque chose de très important. Les gens, souvent, disent « Ah, c'est bien, il arrive à réfléchir, mais pourquoi réfléchir ?» Parce que c'est pour eux-mêmes, d'abord, pour apprendre à faire leur propre choix et ne pas toujours suivre celui des autres, j'aime bien rajouter, comme des moutons. Comme on voit, encore une petite parenthèse, mais actuellement, les gens qui regardent des courbes et qui suivent les ordres et ceci et cela comme des moutons, sans réfléchir, comme un troupeau. Ben non, justement. Et il faut éviter d'avoir ce genre de comportement. Et cela commence très tôt. Ils apprennent à faire leur propre choix. C'est très important. Et ne pas toujours, parfois on peut suivre celui du papa ou de la maman, c'est typique d'ailleurs, très souvent. On voit même chez les élèves, on le voit souvent, certains élèves disent tiens je veux devenir ceci, cela, comme papa ou comme maman, bon d'accord, ok, bon très bien, mais au bout d'un moment ils vont se libérer de ces éléments, ou alors ils ne se leur libéreront pas, mais ils vont se demander pourquoi finalement ils ont fait le choix de faire comme papa ou comme maman, qu'est-ce qui leur plaît là-dedans. Voilà, c'est tout ce questionnement en fait, si vous voulez, qui est important et que les parents doivent inciter, n'est-ce pas, ils incitent les enfants, ils les guident sur ce chemin. Donc bref, tous ces éléments pédagogiques sont essentiels pour bâtir encore une fois la personnalité. Vous voyez, tout ce que je vous raconte là, c'est pas forcément des éléments musicaux, mais cela va influer directement sur l'apprentissage musical, c'est évident. La formation de la personnalité, encore une fois, ça passe par tous ces développements, par la base sécurisante, par ce qu'on appelle les facteurs de protection, par le développement du soi, du toi, je me développe par toi, tu développes par moi, etc. D'accord? On se construit une opinion. Pourquoi on se construit une opinion? Pour vivre heureux, pour ne pas se laisser manipuler justement par les gens. Parce que si quelqu'un nous raconte quelque chose, vous savez quel est le... Tiens, j'y pense en même temps, je finis ma phrase. Si quelqu'un vous raconte quelque chose, vous devez être capable de juger ce qu'il est en train de vous raconter. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Est-ce que c'est conforme à mon opinion? Pourquoi cette personne a eu cette opinion? Pourquoi? Quelle
est son histoire, qu'est-ce qui l'a amené à penser cela, mais moi, qu'est-ce qui m'a amené à penser qu'il a raison, qu'il a tort, etc., etc. C'est ça qui est important dans la vie. C'est pas simplement quelqu'un vous dit tiens, ça c'est noir, ça c'est blanc, ah bah oui, d'accord, super, oui, c'est noir ou c'est blanc. Bon, bah non, bah il y a toujours le pourquoi du comment derrière. Et donc, je disais, oui, sans se laisser, pour ne pas se laisser manipuler. Bah oui, vous savez quel est c'est là où je voulais faire une parenthèse, quel est l'objet qui vous manipule le plus? Allez, 3 secondes pour réfléchir. 1, 2, 3, c'est fini, bah c'est la télévision. Et pourquoi c'est la télévision? Eh bien pour une raison très simple, c'est que lorsque vous regardez une télévision, imaginons que c'est un programme, hein, vous ne pouvez pas mettre pause, hein, bien sûr. Qu'est-ce que vous faites? Vous regardez un film, vous regardez n'importe quoi, je sais pas, un documentaire, tiens, voilà. Vous prenez pour argent comptant tout ce que la télé vous débite. Dans le sens où vous ne pouvez pas réfléchir sur le moment, sur l'action. Vous voyez, on en revient toujours à un des principes que j'ai énoncé dans mon introduction, il me semble. La réflexion dans l'action, c'est la chose la plus compliquée pour les élèves. Vous voyez, encore un élément qui, même dans la vie de tous les jours, va se retrouver après chez les élèves. Tout, encore une fois, tout s'enchaîne, c'est un tout est lié. Et donc, pourquoi je parle de cette réflexion dans l'action à propos de la télévision? Mais parce que quand vous regardez la téloche, vous êtes là, abruti devant un film. Bon, ok, ouais, c'est bien, vous êtes content, bon, vous regardez votre film. Mais qu'est-ce que vous en avez tiré après? Est-ce que vous avez réussi à réfléchir à la moindre parole que vous avez entendue, ou ceci ou cela, ou sur un documentaire, ou je sais pas quoi? Ben non. Alors que si, par exemple, je prends un autre cas, vous regardez une vidéo sur YouTube, n'importe quoi. Vous pouvez mettre pause. Bah voilà, vous pouvez systématiquement vous poser la question. Tiens, mais attends, mais qu'est-ce qu'il est en train de me raconter là? Mais c'est bien, comme c'est ce que je suis en train de dire là. Vous pouvez très bien mettre pause et vous dire, mais attends, mais est-ce qu'il me dépite n'importe quoi là? Ou qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Bah c'est ça qui est le plus important. Arriver à juger soi-même de ce que l'on entend, ou ce que l'on voit, ou prendre le temps de faire cette observation. Prendre le temps non seulement de constater, mais d'écouter, mais aussi d'observer, de se poser des questions. C'est la chose la plus importante, hein, n'est-ce pas? C'est comme ça, justement, qu'on ne se laisse pas manipuler. Bon, et donc, plus on apprend aux enfants ces choses-là, mieux ils se développent psychologiquement. Bah oui, parce qu'ils sont capables de choisir. Ils en arrivent à développer un esprit critique, autocritique et critique. Alors donc, plus on apprend aux enfants à choisir leur source d'inspiration, ça aussi c'est important, plus rapidement leur esprit sera nourri, comment on pourrait dire, nourri d'idées qu'ils auront sélectionnées seuls. Alors ça aussi c'est quelque chose qui est très important, on va en parler un petit peu plus tard, de cette histoire de choisir sa source d'inspiration, j'appelais ça hein, comme ça. Moi je vous donne un exemple simple. Je sais pas moi, votre enfant, nous sommes dans un, comment dire, imaginons que ce soit un moment où il ne va pas à l'école et il est libre finalement de faire un petit peu ce qu'il veut. Bon, qu'est-ce que vous allez faire si vous avez quand même un minimum de responsabilité? Vous allez le voir et lui dire, bon bah tiens, est-ce que tu veux faire un puzzle? Est-ce que tu veux faire un jeu de société? Est-ce que tu veux sortir, aller au parc? Je sais pas, enfin, j'en sais rien. Bon, et ben l'enfant naturellement peut-être ne vous répondra pas ça du tout. Non, non, tiens, moi je vais faire ça. Il va commencer à mettre des cailloux par terre, il va commencer à faire quelque chose qui vous paraît complètement hallucinant. Mais en fait, là, ce qu'il est en train de faire, il développe sa créativité, son imagination. Eh ben oui. Contrairement à ce que vous pourriez croire, pour lui, ça a du sens. Pour vous, peut-être, ça n'en a pas du tout, mais pour lui, ça en a. Et il faut le respecter. Voilà. Parce qu'il est en train d'inventer un jeu. Alors, on va en parler. C'est ce qu'on appelle le jeu libre. Hein. Donc, je me réserve pour un peu plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que là, vous voyez, vous avez essayé de lui imposer, enfin pas de lui imposer, de lui proposer une liste de jeux, il l'a refusé. Il en a voulu un autre. Bon, respectez ce choix, tout simplement. Voilà. Alors, il y a des choses qu'il faut savoir imposer aux enfants, et d'autres, au contraire, il faut savoir écouter l'enfant. Il y a les deux. Okay, il y a les deux comportements chez les parents qu'il faut absolument inculquer. Par exemple, un enfant ne veut pas aller à l'école, vous n'allez pas lui dire « Ah oui mon chéri, c'est pas grave, ah bah oui, tu restes à l'école, tu restes à la maison aujourd'hui. » Ben non, non mais attendez, l'école c'est primordial pour tout le monde, hein, tout le monde est allé à l'école, bon bah voilà, bon, on a tous appris des choses, on s'est tous enrichis, hein, il y a le développement social, il y a plein de choses à l'école. Dans ces cas-là, il faut essayer de relativiser et d'en rigoler, de ceci, moi c'est toujours ce que je fais, hein, bien sûr, et l'enfant l'accepte parfaitement et va à l'école, c'est évident. Voilà des choses qu'il faut imposer, et d'autres au contraire que l'on doit proposer, mais l'enfant est libre de n'en choisir aucune dans la liste, et donc il sort un petit peu de votre cadre,
hein, et ce n'est pas grave. Voilà, il va choisir un jeu, et donc nous allons y venir. Hein, je me réserve. Et donc, ce qui est important, surtout, au-delà encore de la description de ce genre de jeu, c'est que quand on leur laisse le choix, ce qui est crucial quand même, parce que qu'est-ce qu'ils font en fait? Toujours la prise de conscience qui intervient. Ils prennent conscience de leur responsabilité. Et oui, parce que, comment dire, ils vont assumer. Ils vont assumer dans le sens où ils vont apprendre à réfléchir sur leur jeu qu'ils sont en train d'inventer. Ils vont apprendre à se connaître aussi, ils vont se découvrir eux-mêmes et à se corriger, hein, bien sûr, et les parents sont là pour les aider. Et tout cela va interagir indispensablement avec la formation d'un esprit critique. C'est quelque chose qui est très important hein, dans le développement psychologique, hein, l'esprit critique, hein, n'est-ce pas? Parce que ça permet avant tout, avant même comment dire, comme je le disais, hein, de constater les faits, de se poser des questions, ceci, cela, lorsque les autres enfants parlent, l'enfant lui-même, votre enfant va se poser des questions, etc. Mais avant tout, ça lui permet à cet enfant de porter un regard sur lui-même. Et oui, en tant qu'humain, il existe. Il va comprendre qu'il a un rôle à jouer, qu'il est en train d'effectuer une action, il comprend qu'il est acteur de son propre apprentissage, et ça le stimule automatiquement. Voilà, c'est à ça que sert le développement critique. Donc l'esprit autocritique, là pour le coup, hein, développe chez l'enfant sa capacité à comprendre ce qu'il a fait de bien aussi et de mauvais. Eh oui, parce que parfois, en faisant preuve de créativité, en inventant quelque chose, il peut faire des bêtises aussi. Oui, ça fait partie du jeu quelque part. Et donc les parents sont là aussi pour le guider raisonnablement, en lui faisant prendre conscience de son erreur. Ce qui n'est pas forcément grave, pas du tout. Mais voilà, il faut aussi savoir réagir hein, en tant que parent. Donc ainsi il va agir sur ses propres actions, pour les futures actions, hein, n'est-ce pas? Alors donc, par exemple, vraiment, encore un exemple hein, de la capacité incroyable, la capacité cérébrale des enfants à cet âge-là. Hein, okay, la capacité qu'ils ont à apprendre. Et alors là, c'est là que peut-être ça va en mettre un coup dans l'aile à l'éducation actuelle. C'est bien dommage hein, que ce genre de conférence, c'est incroyable, je suis obligé de la donner en Chine, c'est absolument sidérant. Mais c'est plutôt ici que les gens devraient entendre ça, franchement, parce que c'est lamentable. Alors écoutez bien ça, ce sont des chiffres, encore une fois, qui sont scientifiques. Il n'y a rien d'inventé dans ce que je raconte. Écoutez bien, à l'âge de 4 ans, il faudrait voir d'où j'ai sorti cette source, parce qu'elle est intéressante, j'avoue qu'à chaque fois j'oublie de les mettre, et c'est bien dommage. Le cerveau consomme presque 70% de l'énergie totale de notre corps, contre seulement 20 à 25% chez l'adulte, pour dire qu'on est couillon. Hein. Donc ça veut dire quoi? À 4 ans, donc il y a presque 70% de l'énergie que dépense un enfant qui est consacrée au cerveau. Je peux vous dire que si les chiffres sont tels qu'ils sont, c'est qu'ils ont été mesurés. Je ne sais pas si vous le savez, mais l'activité cérébrale, elle est parfaitement mesurable avec des IRM, avec tout ce qui relève hein, de tout genre d'appareils possibles et imaginables. Hein, au niveau de l'activité neuronale, les signaux électriques sont parfaitement visibles, hein, n'est-ce pas? Donc ces chiffres reflètent parfaitement la réalité et la capacité d'un enfant en bas âge à apprendre. D'ailleurs, je vais encore faire une petite parenthèse, mais qui est significative. Alors, je prends l'exemple de ma fille, mais il y en a plein d'exemples comme ça. Tous les métis, parce que la mienne, bon, elle est franco-chinoise, bon, d'accord, mais prenez les franco-marocains, prenez les franco-russes, les franco je sais pas quoi, mais ils sont tous pareils. C'est-à-dire qu'à l'âge de... Enfin, si, encore une fois, hein, l'un des deux parents qui est le parent, disons, étranger, entre guillemets, par rapport à moi, hein, qui suis français. Hein, par exemple, imaginons le parent marocain, le parent russe ou le parent chinois, hein, n'est-ce pas? Si ces parents-là ont fait l'effort de parler toujours leur langue natale à un enfant, mais l'enfant, naturellement, il va la parler, c'est évident, et il devient bilingue très rapidement. Vous voyez, un exemple, le cerveau est une éponge. La mienne, par exemple, à l'âge de 2 ans, elle ne savait pas encore dire un mot. Putain, on se posait des questions quand même, hein, on se disait, oula, quand même. Mais c'était parfaitement normal, parce que non seulement elle avait le français, elle avait le chinois, et en plus l'anglais à trier dans sa tête, forcément ça faisait un tas d'informations qui circulaient. Pourquoi? Parce que je parle français avec ma fille, depuis qu'elle est née, ma femme ne parle pas un mot de français, donc elle parle que chinois avec ma fille, et donc avec ma femme, puisque moi je ne parle pas chinois, nous parlons anglais. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La petite, pendant quelques années,
on va dire au moins 2 ans, elle entendait ces 3 langues en permanence. Alors ce qui était rigolo, c'est qu'elle réagissait parfaitement, dans le sens où si on lui posait une question, autant en français ou qu'en chinois, eh ben, elle savait parfaitement exécuter l'action. Vous voyez, donc ça veut dire, d'ailleurs, ça met l'accent sur une chose qui est comparable aussi à la musique, qui est un langage, la musique. La première phase de l'apprentissage d'un langage, c'est la capacité d'écoute. Ce n'est pas la capacité de reproduction, c'est faux. D'où le travail important de l'oreille également en musique. La première chose la plus importante, c'est l'écoute. L'écoute de soi, l'écoute des autres, toujours. L'écoute. Et donc, c'est ce qui s'est passé finalement. Cette petite, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle entendait les sons que sa mère produisait, elle entendait les miens, elle nous entendait parler en anglais, elle ne parlait pas. Un jour, elle s'est mise à parler comme tout le monde, c'est évident, hein, d'accord. Enfin, quand je dis elle ne parlait pas, bon, si, elle disait papa, maman, oui, non. Voilà, hein, en gros, c'était ça. Et puis elle appelait sa grand-mère aussi, puisqu'elle la voyait très souvent, ma mère à moi. Bon, bref. Mais, soudainement après, elle s'est mise à parler, et évidemment, à l'âge de 3 ans, hein, l'apprentissage de la langue en général explose littéralement avec l'arrivée de l'école. C'est toujours comme ça. Mais déjà à la crèche, les gens nous le disaient avant 3 ans, donc elle se mettait de plus en plus à parler entre 2 et 3. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Elle a 5 ans, et ça fait déjà au moins, on peut dire depuis 3 ans et demi. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, elle parle très bien le français avec moi. Enfin, elle parle très bien. Elle parle comme une petite de 5 ans, c'est évident. Hein, n'est-ce pas? Ne soyez pas prétentieux. Elle parle très bien avec moi. Elle comprend parfaitement ce que je raconte. Elle parle très bien avec sa mère. Elle parle le chinois donc avec sa mère. Et elle comprend parfaitement ce que nous disons en anglais. En anglais, la meilleure des preuves, c'est qu'elle nous répond systématiquement yes, no, ou ceci ou cela. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en l'espace de 5 ans, sans le vouloir, sans avoir de professeur, sans avoir de contraintes, sans avoir de livres, sans avoir de je sais pas quoi, encore une fois, parce que là, je vois arriver, hein, bien sûr, la bien-pensance. Ouh là là, non, 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 il ne faut pas forcer les enfants à ceci, à cela. Ben regardez, naturellement, c'est une petite qui va être trilingue, voilà. Naturellement, elle va le devenir, j'allais dire quasiment obligatoirement. Bon, ben voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, ça conforte encore les chiffres, je ne les invente pas. Presque 70% de l'énergie totale du corps d'un enfant, quand on dit le corps, c'est le corps, l'esprit, tout, hein, d'accord? Un enfant est consacré à l'activité cérébrale à l'âge de 4 ans. Et j'invente rien, contre seulement 20 à 25% chez l'adulte. Alors, loin de moi l'idée qu'il ne faille pas leur faire de sport, pas du tout, ou bien au contraire. Alors là, je peux dire, la mienne, elle fait de la gym, de la danse, donc c'est pas un problème. Ah ben non, non, mais simplement, les faits sont ce qu'ils sont, voilà. Et ça confirme ça confirme parfaitement, si vous voulez. Moi, je ne me base pas que sur les faits, je me base aussi sur la réalité, sur ce que je vois, ce que j'observe, et c'est la vérité. Les petits à cet âge-là apprennent énormément, et je persiste à dire comme critique de la culture française que l'on ne fait rien, on ne fait rien pour cela, on ne fait pas assez, je trouve, pour développer cette capacité, pour stimuler les capacités cérébrales dès le plus jeune âge. Et il faut savoir que cette demande reste élevée jusqu'à 10 ans à peu près. Après, il y a tout un tas de changements qui apparaissent au niveau, parfois au niveau hormonal, au niveau biologique, au niveau ceci, cela. Bon, donc du coup, les goûts changent aussi, bien sûr. Bon, bref, d'accord. Mais vous vous rendez compte, pendant les 10 premières années, tout ce que l'on peut développer. Et quand on voit que chez l'adulte ne se sert seulement que de 20 à 25% de ses capacités cérébrales, je dis une bêtise, 20 à 25% de l'énergie dépensée chez l'adulte correspond à sa sollicitation des capacités cérébrales, ça fait rigoler, par rapport à presque 70% chez le gamin. Bon, alors si ça, c'est pas la preuve qu'il faut les faire réfléchir, gamin, je sais pas, moi, donnez-moi une autre preuve, alors, franchement, bon, bref. Donc, alors, il est évident, bien sûr, qu'il faut, il faut créer, comme toujours, les conditions favorables à ce développement. Alors ça aussi, vous voyez, encore un principe que l'on va retrouver dans la musique plus tard. J'aime bien faire des petites parenthèses ici, mais pour vous montrer vraiment que le développement réflexif de l'enfant, on va le projeter plus tard dans la musique, c'est une évidence. La réponse, elle est déjà là, bien sûr. Mais pourquoi je parle des conditions favorables au développement accéléré? Parce que c'est exactement la même chose avec un élève. Allez, je vous prends cet exemple. Un élève arrive pour la première fois. Imaginons qu'il a déjà quelques années, il a un petit bagage derrière lui, un petit bagage musical, d'accord? Mais bon, vous voyez sur lui, lorsqu'il joue, il interprète une œuvre pour la première fois, c'est le premier cours avec lui, et puis vous constatez plein de qualités, et puis aussi des défauts. Bon, voilà, c'est normal, on accumule tous des défauts, faut pas rêver non plus, on n'est pas parfait.
Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, ben vous, tout de suite dans votre tête, hein, vous avez tracé un chemin pédagogique hein, pour lui immédiatement. Vous l'avez questionné, vous l'avez analysé, vous l'avez observé, vous l'avez écouté, etc., etc. Bon, vous savez parfaitement comment le guider. Vous savez qu'il va falloir qu'il fasse quelques petits changements comme ça comment dire, dans sa capacité de réfléchir, ou alors physiquement, ceci ou cela. Bon, bref. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas commencer à lui dire « Ah ben non, écoute là, dans ce que tu m'as fait, bon, ça c'était très bien, machin, puis ça va pas, ça il va falloir vraiment le changer hein, complètement. Non, 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 vous n'allez pas faire ça, non, non. Parce que ça, ce sont des choses qui peuvent créer de la déstabilisation en fait, hein, au niveau psychologique, parce que l'élève commence à perdre un petit peu sa base sécurisante. On le sort tout de suite de sa zone de confort. Non, 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 non. Ce que vous allez faire, c'est que au fur et à mesure, enfin ce que vous allez faire, ce que l'on devrait faire, tout simplement, hein, je ne vais pas être prétentieux là-dessus, mais ce que l'on devrait faire, c'est simplement lui faire prendre conscience par lui-même des changements. Donc, ça veut dire créer des conditions favorables à cette évolution. D'ailleurs, je préfère le terme, hein, je préfère largement le terme évolution que changement. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que si de lui-même, l'élève ou l'enfant, peu importe, on peut prendre les deux miroirs, les deux exemples, hein, vraiment, les deux tableaux. Si l'enfant ou l'élève de lui-même est plongé dans ces conditions d'évolution. Naturellement, par lui-même, par sa compréhension, par son esprit, il va d'une manière plus fluide